12 février 1943. Campo Henderson, Guadalcanal. L'aube qui changerait l'histoire. Les premiers rayons de soleil s'étendaient sur la piste de corail tandis que 24 combattants bleu foncé attendaient des biens immobiliers, comme des bêtes dormantes sur le point de se réveiller. Le major William Gies a consulté la montre, 6 heures. En 2 heures, CF4U Corsair de la VA Squad décollerait pour leur début au combat du Pacifique. Ce ne serait pas une simple patrouille de routine, pas un vol d'entraînement, mais une mission d'escorte de 370 km dans le territoire aérien dominé par les Japonais vers la bougie La Vela. Aucun de ces cavaliers n'imaginait que cette équipe seule était sur le point de déclencher la campagne aérienne la plus dévastatrice jamais vue sur les îles Salomon. Pendant plus d'1 an, le ciel de la région appartenait au Japon. Mitsubishi A6M0 Fighter était devenu légendaire, intouchable, invincible, messieurs absolus de l'air. Mais cette légende était avec les jours numérotés. La guerre du Pacifique a enseigné aux forces américaines une leçon douloureuse, qui domine les cieux, domine la bataille. Perdre le contrôle de l'air signifiait tout perdre. Depuis Pearl Harbor, les pilotes japonais ont montré la supériorité dans la formation, les tactiques et la technologie. Zéro a dépassé toutes les courbes américaines, grimpé plus vite, plus loin, et ses pilotes, les vétérans se sont endurcis dans les combats en Chine, ont perfectionné leur art contre les adversaires inférieurs. À Rabaul, l'élite de l'aviation navale japonaise était concentrée, 700 avions, des pilotes avec des centaines d'heures de combat, des hommes qui ont écrasé les Britanniques à Singapour, les Hollandais dans les Indes orientaux et les Américains de Pearl Harbor. Des noms comme le lieutenant Saburo Sakai, avec plus de 60 victoires, ou l'officier Hiroyoshi Nishizawa, qui deviendrait le plus grand japonais, avec plus de 80 massacres. Ce n'étaient pas seulement des pilotes. Ils étaient Master of the Air War, et le ciel du Salomon était sa scène. Des unités telles que le Tennant Air Group, les 251 et 204e ont rassemblé la crème de l'aviation japonaise, des pilotes qui se sont entraînés pendant des années avant la guerre, des hommes qui connaissaient leurs machines comme des extensions de leur propre corps. Le lieutenant Junichi Sase, commandant du groupe Tennant, a développé des tactiques qui ont exploré les avantages de Scratch autant qu'ils ont neutralisé leurs faiblesses. Ces pilotes ont volé dans des formations flexibles, permettant une initiative individuelle sans perdre le soutien mutuel. Ils ont dominé l'art du combat dans les courbes, en utilisant la maniabilité exceptionnelle de Zéro pour coller dans la queue ennemie jusqu'au abattage droit. Sur la piste corail de Henderson Field, le Corsair attendait comme des prédateurs rampants. Son profil indubitable, avec des ailes de mouette inversées, deviendrait bientôt un cauchemar pour les Japonais. Ému par un moteur de Geb double Pratt & Whitney R2800 Sens de 2000 chevaux, le Corsair a dépassé 640 km/h. Son hélice standard de 13 pieds Hamilton a nécessité cette conception unique pour éviter de traîner sur le sol. 6 mitrailleuses Browning M2.50.50, chacune tirant 750 coups par minute, un total de 2350 munitions, suffisamment pour réduire un demi-zéro avec une rafale de 2 secondes. Mais les chiffres n'ont pas raconté toute l'histoire. Initialement, la marine a rejeté Corsair pour les porte-avions. Son long nez a obstrué la visibilité dans l'atterrissage, l'aile gauche a perdu le soutien avant la droite, provoquant un roulement violent à faible vitesse. Le train de queue avait l'habitude de rebondir sur les voies, renvoyant l'avion au pire moment. Il le déclare un éliminateur pilote. Cependant, ce sont précisément ces caractéristiques qui l'ont rendu mortel au combat. Le même pouvoir qui le rendait difficile à contrôler lui a donné l'accélération et le taux de montée unique. Sa construction robuste, bien que lourde, a permis d'absorber les dommages qui détruiraient des combattants plus légers. Le lieutenant Kenneth Walsh du VMF 124 n'a eu que 25 heures de vol à Corsair à son arrivée à Guadalcanal. Ancien sergent qui a conquis ses ailes par détermination et non pour la forme. Action à Annapolis, Walsh a compris les machines. Né à Brooklyn et élevé à Jersey City, il s'est enrôlé aux Marines à l'âge de 17 ans en 1933. Il a travaillé comme mécanicien d'avion avant de devenir pilote, ce qui lui a donné une connaissance intime de ce qu'une machine a fait, ou échoue. Corsair n'était pas seulement un avion. C'était une arme de 14 000 livres de violence contrôlée. Le maîtriser signifiait manipuler la faux de la mort. Les pilotes VMF 124 venaient de tous les coins des États-Unis, les agriculteurs de l'Iowa qui n'avaient jamais vu la mer avant de s'enrôler, des étudiants universitaires qui ont échangé un avenir prometteur contre des ailes dorées, d'anciens balconistes et des mécaniciens qui ont découvert le talent pour voler. Ce qui les unit était la jeunesse, la plupart faisaient un peu plus de 20 ans, et le manque d'expérience dans le combat réel. Ils se sont formés dur au camp Kearney, en Californie,
mais aucune simulée s'est préparée à la confrontation avec des vétérans qui ont tué des Américains de Pearl Harbor. De l'autre côté de la mer de Salomon à Rabaul, les Japonais se sont préparés pour un autre jour d'opération. La base était un complexe monumental, 5 pistes d'atterrissage, Vunapop, Lacunay, Rapopo, Tobra et Kerava, ainsi que le port de Simpson, qui abritait des croiseurs et des étudiants de première année. La ville a concentré des milliers de mécaniciens, armateurs, des communications et des spécialistes des médecins. C'était le Gibraltar du Pacifique du Sud apparemment imprenable, protégé par un anneau de combattants anti-aériens et de canons. Le lieutenant Tetsushimi, du 204 TH Air Group, a analysé les rapports de reconnaissance du matin. La force Guadalcanal américaine, 40 à 50 combattants estimés, modèle mixte, principalement PE-40 obsolète et Wildcat F-4F Atarakado. Rien que les zéros ne pouvaient détruire. Le 204e était récemment arrivé pour remplacer les victimes du groupe Tennant, maintenant réaffecté au 251e. Beaucoup de ces pilotes étaient des vétérans de la campagne en Chine, des hommes qui ont amélioré leurs compétences contre les pilotes chinois et soviétiques. Ils considéraient les Américains comme des adversaires inférieurs, sans discipline spirituelle et le dévouement des guerriers japonais. Mais les photos de reconnaissance de ce matin ont montré quelque chose de nouveau, 2 douzaines d'avions avec des ailes incurvées, plus grandes que les Wildcat, plus longues que les PE-40. L'intelligence navale n'avait aucune trace de ce modèle. Probablement un autre projet américain hâtif, essayant de compenser la capacité des pilotes avec des armes lourdes et des armures. Cela n'a pas fonctionné avec Buffalo. Cela n'a pas fonctionné avec le PE-39. Pourquoi serait-ce différent cette fois? À 8 h le 12 février 1943, le VMF 124 a commencé sa première mission de combat. 12 corsaires ont décollé de Henderson Field pour escorter un PBY Catalina dans une opération de sauvetage à Sandfly Bay à la Vela Candle. La mission était simple, assurer la couverture pendant que le Hydro-Aviao a récupéré 2 pilotes abattus. Personne n'imaginait que ce serait la première étape pour réécrire l'histoire de la guerre de l'ère du Pacifique. Dominant l'espace aérien avec une précision chirurgicale. Walsh, avant sa formation, n'a pas hésité. Avec une commande sèche sur la radio, Tango, 2 par 2, plongé en séquence, il a commencé l'attaque qui redéfinirait le concept de supériorité aérienne. Les héros, confiants de leur avantage numérique, rose spirale pour intercepter les intrus. Mais ce qu'ils ont trouvé n'était pas le modèle prévisible de manœuvre défensive, mais une tempête de métal et de feu descendait à 450 miles par heure. Le premier zéro a explosé avant même que son pilote ne comprenne ce qui s'était passé, un corsaire a plongé verticalement, a tiré un court et avait besoin de rafales de 20 mm, et ne recula déjà avant que les éclats de l'ennemi n'atteignent même le sol. Le deuxième zéro a tenté une touche évasive, mais à 3000 pieds, la vitesse du corsaire était trop simple pour être contractée. Un claquement sec, suivi d'un flash, le réservoir de carburant déchiré par des projectiles incendiaires a transformé l'avion en une torche qui tombe. Et en moins de 3 minutes, 6 zéros avaient été abattus. Le reste, désorienté et sous les tirs croisés, a cassé la formation et s'est enfui dans des directions opposées. Walsh, avec un sang-froid, a sélectionné la cible la plus éloignée, un zéro essayant de gagner de l'altitude pour s'échapper, et a démontré pourquoi Corsair était une machine d'exécution. Une plongée calculée, un ajustement mince dans la cible et une autre explosion au silence du ciel. Seven confirmait, a-t-il annoncé à la radio sans trace de triomphalisme. C'était juste des mathématiques. Ce jour a marqué le début de la fin du mythe de l'invincibilité japonaise dans l'air. Les pilotes du 582 NDR Group, de retour à Rabaul, ont rapporté quelque chose qui ressemblait à l'hérésie, ils ne se battent pas comme nous. Ils ne voient pas. Ils ne poursuivent pas. Ils apparaissent, tirent et disparaissent, comme des fantômes. Pour la première fois, les Japonais ont été forcés de remettre en question non seulement leur tactique, mais la philosophie même du combat qui les avait amenés à dominer le ciel du Pacifique pendant 2 ans. Et le Corsair n'était pas seulement un avion. C'était un système. Son moteur RE2800 de 2000 chevaux capable de le renforcer à des vitesses qui ont laissé les zéros derrière, ses 6 canaux de 6 ou 4 canaux de 20 mm, qui ont transformé toute erreur ennemie en une condamnation à mort, sa structure renforcée, qui a permis à 70 degrés de plonger hachée sans risque de désintégration. Mais surtout, c'était la doctrine derrière la machine qui a tout changé. Les Américains avaient appris la leçon la plus difficile de la guerre, un ennemi supérieur dans la maniabilité n'est pas surmonté en essayant de l'imiter. Il est surmonté en imposant ses propres règles. Jusqu'en avril 1943,
les Japonais croyaient toujours qu'ils pouvaient s'adapter. Ils ont ordonné aux pilotes d'éviter l'engagement frontal, d'attaquer dans des paires coordonnées, pour exploiter la faiblesse de corsaires à basse vitesse. Mais chaque ajustement tactique était comme essayer de contenir un feu avec une connerie. Le 13 avril, lors d'une interception sur les îles de Floride, 8 corsaires du VMF 214 ont du 15-0. Le résultat ? 12-0 massacrés, sans Amérique. Les rapports japonais de plus en plus désespérés ont parlé de démons ailés qui sont apparus sans avertissement et ont disparu avant qu'il ne soit possible de riposter. La marée s'était retournée. Et il n'y avait pas de retour. Le ciel au-dessus de Kaili s'est transformé en un ring de mort où le Black Ship Squadron Corsair a dicté les règles. Boyington, avec sa tactique de Lone Wolf, s'est amélioré, a mené une attaque qui serait enregistrée dans l'histoire comme l'une des plus vérifiées de la campagne. 6 corsaires contre une formation de 20 bombardiers Zero et Betty, une inégalité numérique qui, jusqu'à récemment, aurait été un suicide. Mais le temps avait changé. Les Japonais sont tombés dans le piège classique, ils ont sous-estimé l'ennemi. Alors que les Zéros se sont regroupés pour protéger les bombardiers, Boyington et leurs pilotes ont chuté de 25 000 pieds sous forme de faucons, tirant des rafales précises avant de se précipiter vers les hauteurs dans des manœuvres qui ont laissé les Zéros derrière, se battant pour récupérer la vitesse. En moins de 10 minutes, 8 Betty étaient en feu et 5 Zéros secoués. Les survivants japonais et discrédités ont brisé l'entraînement et ont fui, un algo impensable pour les fiers pilotes de K un an plus tôt. Boyington, avec 2 massacres ce jour-là, a porté son total à 14. Mais ce n'était pas seulement le nombre qui a impressionné, c'était comme il le pouvait. Alors que d'autres planchers d'aviation dépendaient de manœuvres complexes ou de chance, Boyington a exploré la psychologie du combat. Il savait que Zéro, bien qu'agile, était fragile, et que ses pilotes, maintenant face à une machine qui ne pardonnait pas les erreurs, commençaient à douter de leur propre supériorité. À une occasion, après avoir abattu un Zéro dans une plongée verticale, Boyington a survolé la baisse en cercle lent, comme si les autres ont mis au défi les autres d'essayer quelque chose. Aucun n'acceptait. La réputation de mouton noir se propage comme du feu dans une paille sèche. Les Japonais les ont appelés Omaen. Les Tsubasa -L du diable, et ce n'était pas une exagération. Cool, en détruisant 4 en quelques secondes. Mais le vrai coup contre le moral japonais est venu le 17 octobre, lorsque Boyington, maintenant avec 22 victoires, a mené une attaque basée à Kaili, le dernier bastion de la résistance aérienne japonaise à Salomon. Les corsaires ont non seulement escorté les bombardiers, mais ont participé à l'attaque, portant des pompes de 1000 livres. Alors que les Dauntless détruisaient les indices, les corsaires chassaient aucun Zéro qui osait décoller. En moins d'une heure, le Kaili a été réduit en décombres fumants. Les rapports de renseignements interceptés plus tard ont révélé que les Japonais ont appelé l'opération le jour où le ciel nous a trahis. À ce stade, les mathématiques du Pacific Air War s'étaient complètement inversées. Là où avant les Américains avaient besoin de 10 avions pour renverser un Zéro, maintenant un seul corsaire pourrait faire face à une demi-douzaine de combattants japonais et victorieux. Les chiffres ne se sont pas déroulés. En 1942, la proportion de pertes était de 1-1. En 1943, avec Corsair dominant les cieux, elle a sauté à 10-1 en faveur des Alliés. Et le plus terrifiant pour Tokyo ? Ce n'était pas un avantage passant, basé sur la surprise ou la chance. C'était l'ingénierie. C'était une formation. C'était un ennemi qui avait appris à se battre, et à surmonter ses propres termes. Lorsque Boyington a finalement été abattu en janvier 1944, après 28 victoires, devenant la plus grande marine à l'époque, son héritage était déjà scellé. L'escadron de moutons noirs avait prouvé que le corsaire n'était pas seulement un combattant, c'était un instrument de domination. Et le Salomon, autrefois un cimetière d'avions américains, était devenu la tombe de la supériorité aérienne japonaise légendaire. La marée est devenue non seulement. Elle s'était transformée en tsunami. En octobre 1943, Boyington a dirigé 24 corsaires dans une scan offensive sur Balal, la base aérienne japonaise à la pointe sud de Bougainville. Les rapports de renseignement ont mis en garde contre une concentration massive de combattants ennemis sur le site. Lorsque 50 Zéros se sont levés comme un essaim furieux de la piste de corail, le paysage semblait répéter les cauchemars de 1942, mais cette fois, le script avait été déchiré. Ce que les Japonais ne savaient pas, c'est qu'ils faisaient face à une machine de guerre et à des pilotes améliorés qui avaient dominé l'art de la guerre verticale. Boyington ne s'est pas battu avec les chiffres, j'ai lutté avec la physique. Son dogme était simple mais mortel, l'altitude est la vie, la vitesse est le pouvoir et la prévisibilité est la mort.
Alors que les zéros jetaient dans des courbes serrées, des tactiques qui avaient décimé les Wildcats dans le passé, Corsair opérait dans un plan à 3 dimensions, plongeant de 25 000 pieds comme des faucons hachés, tirant des rafales chirurgicales et repoussant déjà le ciel avant que les Japonais ne localisent même l'attaque. Le résultat ? 20 zéros détruits. 0 pertes américaines. Boyington seul en a abattu 5 ce jour-là, devenant un A dans une seule mission. Ce n'était pas de la chance. Il était ingénieur appliqué au carnage. Le Corsair n'était pas seulement supérieur, il y avait un implacable. Son moteur R2800 avec une puissance qui a permis des manœuvres verticales capables de laisser un étincelant zéro et vulnérable. Des altitudes élevées, où l'air mince a étouffé les moteurs japonais, le supercompresseur Corsair a maintenu ses performances inchangées, la transformant en un prédateur sans rival. Le roseau standard de Hamilton, optimisé pour une efficacité supérieure à 10 000 pieds, l'accélération de la garantie et le taux de montée en puissance qui ont fait que les zéros semblent arrêtés. Est-ce lent? Et lorsque les coups de feu ont commencé à voler, la structure blinde de Corsair avec des plaques d'acier autour de la cabine, des réservoirs d'auto-objets et des dommages liés au système de contrôle redondant qui ferait se désintégrer 3 zéros dans les airs. Mais la vraie terreur était dans ses armes. 6 mitrailleuses de calibre .50, convergeant à 300 mètres, crachant 80 projectiles par seconde, mouvement perfort et incendiaire qui non seulement perçaient les blocs du moteur, mais les réservoirs de carburant transformés en torchers et réduction des surfaces de contrôle en chiffon. Les pilotes japonais survivants ont décrit l'impact comme étant frappé par les flammes. Les avions sont non seulement tombés, ils ont explosé au milieu du vol, réduits à des débris par une force qui n'a laissé aucune place pour l'erreur ou la miséricorde. Pourtant, la supériorité technique n'était que la moitié de l'équation. Derrière chaque Corsair se trouvait un pilote, il était basé sur un système industriel qui a non seulement construit des avions mais a fait la domination. Alors que le Japon a eu du mal à remplacer ses AES massacrés, les États-Unis ont inondé le Pacifique par des centaines de nouveaux conducteurs par mois, chacun avec 300 heures de vol, 50 heures à Corsair lui-même. Les Japonais, en revanche, ont envoyé des recrues de moins de 100 heures au total, souvent seulement 60. C'était comme envoyer des cadets en duel avec des gladiateurs. Lieutenant-commandant Minoru Janda, architecte de l'attaque sur Pearl Harbor et le génie de l'aviation japonaise tactique, a visité Rabaul en août 1943. Son rapport à Tokyo était un certificat de défaite, la nouvelle chasse ennemie a réécrit les règles de la lutte aérienne. Nos tactiques, perfectionnées au fil des ans, sont obsolètes. Nous avons besoin de nouveaux avions, de nouveaux entraînements, mais pas de révolution. Nous avons un temps adapté. Les mathématiques de l'attrition ne pardonnent pas. En 1942, le Japon avait 400 pilotes de première classe à Salomon. Jusqu'en août 1943, plus de 300 étaient morts. Ces substituts étaient des ombres de ce qu'ils étaient autrefois. Les Américains, en revanche, ont non seulement survécu. Chaque pilote vétéran revenant de la ligne de front a apporté des leçons sanglantes, des tactiques de raffinage qui ont été immédiatement intégrées à l'entraînement. La courbe d'apprentissage qui avait coûté tant de vies en 1942 en 1943 est devenue une arme. Et Corsair, une fois craint pour ses difficultés de glissement de terrain des avions, est devenu un catalyseur d'innovation. Fleet Air Arm British a développé des techniques révolutionnaires, une approche incurvée pour garder les signes en vue jusqu'à la dernière seconde, les modifications de l'amortisseur de roue arrière pour éliminer les sauts, une formation spécifique pour maîtriser leurs particularités. Jusqu'à la fin de 1944, Corsair a fonctionné avec succès sur le porte-avions américain, ajoutant sa puissance de feu aux forces de travail rapides qui balayeraient le Pacifique. Mais c'est sur le terrain que Corsair a révélé sa polyvalence la plus mortelle. Le VF-17, Jolly Rogers du lieutenant-commandant John Tommy Blackburn, a transformé le combattant en une machine de guerre multiligne. Initialement désignée pour l'USS Bunker Hill, l'équipe a été déplacée dans des bases terrestres dans le Salomon, une décision qui est devenue ironiquement son plus grand avantage. Sans les limites du pont, les Corsaires ont exploré leur portée et leur capacité de charge au maximum. Blackburn et ses pilotes pionnièrent le concept de chasseur-bombardier, 1000 livres de pompe sous le fuselage, plongée précise avec des trains d'atterrissage débarqués tels que des freins aérodynamiques et une capacité à engager des cibles aériennes et terrestres dans la même mission. Le 11 novembre 1943, lors du vol de Rabaul, les Jolly Rogers ont démontré ce que cela signifiait dans la pratique, ils ont abattu 18 avions japonais, ont livré leurs pompes aux cibles désignées et, sur le retrait, ont renversé 5 ennemis de plus. C'était la guerre aérienne redéfinie, une escouade. ENAS a dominé le ciel, mais a également dicté les termes de combat dans le sol.
En 76 jours d'exploitation, le VF-17 a détruit 154 avions japonais, qui 2 par jour. Blackburn seul a accumulé 11 victoires. Mais le numéro le plus impressionnant? Aucun bombardier sous son escorte n'a été perdu contre les combattants ennemis. Corsair n'était pas seulement un gardien, c'était un mur de feu qui rendait le ciel américain intouchable. Des pilotes comme le lieutenant Ira Kepford ont soulevé l'art de la chasse à un nouveau niveau. Votre méthode? Approchez-vous si près que je pouvais voir les yeux de l'ennemi du pilote ennemi avant de presser la détente. Kepford a plongé sur ses crocs, a tenu le feu à la distance d'un cri, puis a déchargé les 6 mitrailleuses dans un ciel ponctuel qui a laissé un peu plus que l'épave. C'était risqué, mais lorsque vous mouchez un corsaire, le risque est de l'autre côté. Dans une seule mission, il a abattu 4-0 en quelques minutes, passant moins de 100 tirs par victoire. Efficacité mortelle. La réponse japonaise a été un acte de désespoir, 0 modèle 52, avec des canons de 20 mm, un blindage renforcé et une vitesse de plongée accrue. Mais chaque livre était un hommage supplémentaire rendu à l'infériorité. 0 a perdu son agilité légendaire sans gagner la puissance brute de Corsair. C'était comme essayer de gagner une course automobile protégeant un cheval. L'équation a été fermée. Le Pacifique ne leur appartenait plus. Il appartenait à des hommes qui pliaient les ailes pliées, et à la machine qui avait transformé l'impossible en routine. 0 modèle 52 n'était pas seulement une mise à jour, c'était une confession enregistrée en métal. Chaque renforcement du fuselage, chaque canon supplémentaire, chaque kilo de blindage a crié ce que les stratèges japonais n'osent pas admettre à haute voix, nous ne pouvons pas surmonter cette machine en termes de ses propres termes. C'était comme essayer de renverser un gratte-ciel avec un marteau. Kawanishi N1KE, avec son aile inversée et ses armes lourdes, est née de ce même désespoir. Conçue pour chasser les corsaires, elle est arrivée trop tard, comme un samouraï qui a aiguisé l'épée après la bataille. Quand il est finalement apparu en nombre important, le ciel était déjà vide des maîtres qui pouvaient le piloter avec un génie. L'Association du Japon, ceux qui ont survécu au Guadalcanal, les mers de corail, au piège à air de Port Moresby, ils étaient morts. Et sans eux, même le meilleur avion n'était qu'un cercueil avec des ailes. Le lieutenant Naoshi Kano, avec ses 30 victoires et tactiques prédatrices, a été le dernier soupir de cette époque. Sa méthode était un travail à froid, attaquer sous un angle mort, déclencher une rafale droite et disparaître avant que le corsaire ne puisse tourner ses ailes contre le soleil. Cela a fonctionné 2 fois. Dans le 3e, le lieutenant Robert Hansen avait déjà déchiffré la norme. Lorsque Kano est monté dans sa montée, Hansen ne l'a pas suivi, a-t-il prévu. 6 mitrailleuses de 12,7 mm ont transformé le 0 japonais en boule de feu avant de comprendre l'erreur. 2 secondes. C'est tout ce qui a conduit à la mathématique du revers de la guerre, de la chasse à la chasse, de la légende à descendre. Kano était une défaite tactique. C'était un symbole. Rabaul, la forteresse incassable, est devenue le monument de cette défaite. En novembre 1943, les corsaires ne l'ont pas conquéré, ils ont asphyxié. Sans un seul marin naval marchant sur ces plages, les ailes courbées ont réduit la base à un squelette. Les 5 aérodromes, une fois lancés par la mort, étaient maintenant des cratères pleins de boue et 0 reste. Simpson Harbor, où il a ancré une autre équipe de Yamamoto, abritait seulement des mâts tordus émergeant de l'eau grasse. 100 000 soldats japonais ont pourri, piégés sur une île que le haut commandement avait déjà rayé la carte. Ils n'étaient plus une menace. Ils étaient un rappel, la guerre n'a plus gagné avec courage, mais avec la logistique. Et les corsaires, volant des rainures à la hâte, ont apporté la logistique à l'ennemi. Jusqu'en janvier 1944, le soleil est né à propos d'un empire qui ne contrôlait plus ses propres cieux. Toi. Les Japonais n'ont volé la nuit que la nuit, comme les chauves-souris effrayées, ou dans les tempêtes qui ont amené les combattants américains. Les quelques anciens combattants restants, hommes comme Sadamu Kamashi, décrit dans Journal ce qui ne pouvait pas dire à haute voix, aujourd'hui, 12 d'entre nous ont fait face à 8 corsaires. 9 sont tombés en feu. Les 3 sont partis. Les conséquences ont dépassé les chiffres. Lorsque les bombardiers BE-17 avaient besoin d'escortes massives et ont prié heureusement, ils ont maintenant volé sans précédent sous l'égide de corsaires. Les troupes sur terre ont avancé avec un soutien aérien continu, un rideau de feu qui a transformé les jungle en cimetières japonais. Les lignes d'alimentation, autrefois vulnérables, opéraient désormais sous la protection d'une machine qui pourrait atteindre n'importe quel point du Salomon avec 1000 livres d'explosifs ou 8 roquettes de 5 pouces. La portée de corsaire n'était pas un avantage, c'était une peine.
Il n'y avait pas de cachette. Et puis il y avait des hommes comme Kenneth Walsh. Le 15 août 1943, à dépasser 6 contre 1, il a plongé à plusieurs reprises dans une formation japonaise qui menaçait des navires américains. 2 bombardiers brûlants, un en détruit 0 et leur corsame de taille, après impact, il comptait alors, pas mortel. L'armure l'a sauvé, mais c'est l'entêtement qui l'a fait revenir. 2 semaines plus tard, avec l'échec du moteur, a atterri à Minda, a sauté sur un autre corsaire et a décollé pour la mission. À propos de Kaili, seul contre 50-0, n'a pas hésité. 4 sont tombés avant de le laisser tomber. Il a survécu à des heures dans l'océan, sauvé par un hydroaviao et est retourné se battre. 21 victoires. Une médaille d'honneur. Et la preuve définitive que le mythe de la supériorité japonaise était la poussière. Chaque version du corsaire était un couteau bien aiguisé dans la gorge de l'Empire. Le F4U1 a changé la bulle de verre de la cabine pour un pot de cloche transparent, le pilote a vu l'ennemi avant d'être vu. Le siège était élevé 18 cm, comme si le ciel lui-même se penchait aux Américains le plus avantageux. Le F4U1C a changé les mitrailleuses avec 4 canons de 20 mm, chacun avec 120 projectiles. Un coup a déchiré l'aile d'un Zéro comme papier. Le F4U1D transportait 2 milliers de livres ou 8 roquettes ou napalm ou une torpille. C'était un couteau suisse de destruction, adaptable à toute mission. Et tandis que les Japonais ont pris des années pour améliorer un modèle, les Américains ont modifié le corsaire entre une mission et une autre. Vous êtes-vous plein de monoxyde de carbone? Redessinez les échappements. Le train d'atterrissage arrière était-il trop difficile pour les glissements de terrain des avions? Adoucis les amortisseurs. Aviez-vous besoin de meilleures radios? Installés. En février 1944, Corsair a terminé une année de combat. 12 mois. 600 avions japonais abattus. Moins de 80 corsaires ont perdu au combat. Une proportion de 11 à 1. Ce n'était plus une statistique, c'était un avertissement. La supériorité aérienne, une fois le joyau de la couronne japonaise, appartenait désormais aux États-Unis. Et pas par hasard, mais par conception. Les équipes américaines ont non seulement gagné, exécuté. Les formations japonaises ont été balayées du ciel sans infliger un seul bas. Les pilotes se sont transformés en une seule mission. Ce n'était pas un combat. C'était l'abattage de masse. Même les Japonais savaient. Le capitaine Minoru Janda, architecte de Pearl Harbor et Naval Aviation Tactical Genius, a écrit au personnel avec une franchise cruelle, Corsair a rendu notre doctrine de 20 ans obsolète. Nous nous sommes formés pour une guerre qui n'existe plus. Les Américains ne les ont pas réécrits, ont construit une machine supérieure et ont forgé de meilleures piles. Nous ne pouvons pas les atteindre avec l'honneur. Le prix humain était incommensurable. 2000 aviateurs navals japonais sont morts à Salomon, principalement pour Corsair. Ils n'étaient pas seulement des pilotes, ils étaient des instructeurs, des commandants d'escouade, des innovateurs tactiques. Des décennies de connaissances, évaporées. Avant la guerre. La marine impériale a mis 3 ans pour former un pilote de porte-avions. En 1944, ils ont envoyé des garçons à mort avec 6 mois de formation. Les résultats ont été prévisibles, des escouades entières ont disparu sans renverser un seul ennemi. Les Américains, en attendant, ont perdu des machines, pas des hommes. La production industrielle a livré des corsaires plus rapidement que la guerre ne les a consommés. Pour le Japon, chaque pilote mort était une page arrachée à un livre qui ne pouvait plus être réécrit. En 1944, les lignes de production des avions Vogt ont roulé encore et encore, un corsaire toutes les 82 minutes. 300 machines par mois, sort des usines avec la précision d'une horloge suisse. Non seulement cela, Goodyear et Brewster ont rejoint la danse macabre, crachant leurs variantes FG et F3A comme s'ils étaient des balles d'une mitrailleuse industrielle. Pendant que le Japon a enterré ses pilotes, les Américains ont forgé le leur. Les programmes de formation, gonflés de Pearl Harbor, ont maintenant vomi les nouvelles ailes, plus de recrues vertes, mais des chasseurs tranchants, chaque génération plus mortelle que la précédente. C'était l'intérêt composé de la guerre, une expérience accumulée, des connaissances institutionnalisées, une machine à tuer qui a perfectionné à chaque mission. Corsair a non seulement dominé les cieux, il a dominé les esprits. Tokyo Rose, la voix séduisante de la propagande japonaise, a averti dans ses bulletins d'information nocturnes, le coup de sifflet de la mort apporte également la mort à ceux qui le montent. Mais ces mots semblaient creux, comme un écho dans une tombe vide. Les pilotes japonais connaissaient la vérité nue et brute, lorsque les démons pliés sont apparus à l'horizon,
la seule stratégie était de courir. Et pourtant, souvent, ce n'était pas utile. Personne n'a mieux incarné la dualité de Corsair, sa force écrasante et les limites brutales de la guerre, que le major Gregory Pappy Boyington. Le 3 janvier 1944, sur Rabaul, il a massacré ses 26e et 27e victimes avant d'être renversé par des tirs anti-aériens et des combattants ennemis. Son Corsair, soutenu par des balles, a succombé à l'accumulation de dégâts, en tant que boxeur qui prend un coup supplémentaire après 12 rounds. Boyington a survécu, mais a passé le reste de la guerre dans les camps de prisonniers japonais, où la défaite a été servie à des doses quotidiennes de faim et d'humiliation. Sa capture a prouvé que même le meilleur pilote, sur une machine supérieure, était toujours à la merci de la guerre. Mais voici l'ironie aiguë, les moutons noirs n'en avaient pas besoin. Sans son leader légendaire, l'équipe a continué à récolter le ciel, renversant 94 avions japonais. Corsair ne dépendait pas des héros, il les a créés. Il a transformé les coureurs moyens en bourreaux et les bons pilotes en mythes. L'avantage n'était pas chez l'homme, mais sur la machine. Et cette machine réécrivait les règles de la guerre dans le Pacifique. Les conséquences stratégiques ont été un tremblement de terre. En avril 1943, l'amiral Isoroku Yamamoto, le génie derrière Pearl Harbor, a été abattu par PE-38 Lightning, une opération possible uniquement parce que les corsaires avaient écrasé la résistance à l'ère japonaise, laissant le ciel libre pour les chasseurs américains. Sa mort n'était pas seulement un coup symbolique, c'était la décapitation du cerveau naval du Japon. Rabaul, le joyau de la couronne japonaise, a été isolé et réduit en cendres sans une seule marine navale piétinée sur ses plages. Les trémies de l'île ont avancé comme une marée, et au-dessus de chaque atterrissage, les corsaires garantissent une chose, pas de l'unité américaine sans couverture aérienne à nouveau. Dans la campagne des Philippines en 1944, ils se sont retrouvés partout des pistes de fortune et du pont des porte-avions. Les premiers problèmes avec les navires ? Résolus. Une combinaison de formation et de modifications implacables sur le train d'atterrissage a transformé l'oiseau Forbidden Bird en un prédateur adaptable. Les escadrons VMF 124 et VMF 213, opérant à partir de l'USS Essex, étaient l'épée et le bouclier de flotte, défense anti-aérienne et soutien foncier, le tout dans un seul paquet mortel. Sa présence sur le golfe de Leyte a aidé à sceller la plus grande bataille navale de l'histoire, et le destination de l'Empire japonais. Corsair non seulement adapté aux porte-avions, il les a révolutionnés. Rejeté au début parce qu'il était ingrattable, les pilotes britanniques de la Royal Navy ont développé la technique d'approche courbe, un balai dangereux qui est devenu standard pour tous les avions embarqués. Son succès a forcé la marine américaine à avaler la fierté et, à la fin de 1944, les corsaires ont déjà eu lieu de dizaines de ponts, étendant leur portée mortelle dans tout le Pacifique. Il ne s'agissait plus de savoir s'ils domineraient les cieux, mais quand. Même les meilleurs pilotes japonais ont reconnu la défaite. Le lieutenant-commandant Saburo Sakai, avec plus de 60 victoires, a trouvé les corsaires sur Iwo Jima en juin 1944. Son zéro a été foré comme un tamis, la cabine remplie de fumée. Seule sa capacité surhumaine l'a sauvé, cette fois. Son verdict était brutal, combattre un corsaire dans un zéro, c'est comme faire face à un réservoir moderne avec une épée de chevalier. Peut-être que c'est courageux. C'est certainement stupide. Et presque toujours, fatal. La campagne Mariana en juin 1944 a été le sommet de cette supériorité. Lors de Great Mariana Turkish Shoot, bien que les L4 aient pris la renommée, les corsaires marins navals, opérant à partir de bases terrestres, ont contribué au massacre. 400 avions japonais abattus en une seule journée. Les chiffres étaient si disproportionnés que les pilotes américains ont ressenti un poids dans la conscience. Ce n'était pas un combat, c'était l'abattage. Comment tirer sur Pato dans un lac, se confesserait, des années plus tard. Méduc n'a pas porté de bombe, ni mort en criant pour l'empereur. Les chiffres finaux sont une épitaphe, 2140 avions japonais détruits dans un combat aérien. 15 621 tonnes de bombes ont été lancées, 70% de toute la puissance offensive des combattants navals américains dans le Pacifique. Plus de 400 puits coulés ou endommagés. L'avion qui a été presque rejeté par l'inopératoire est devenu le combattant naval le plus prospère de l'histoire. 12 570 un corsaire produit jusqu'en 1953, le plus grand cycle de production de toute chasse de la Seconde Guerre mondiale. Et à Okinawa, ils ont prouvé leur valeur finale, contre les kamikazes. Sa vitesse a permis d'intercepter les pilotes suicidaires avant d'atteindre la flotte. Sa puissance de feu a garanti qu'une fois atteint,
Zéro n'a pas atteint la cible, ils ont été réduits aux précipitations métalliques avant de terminer la mission. Les pilotes ont appelé tir au Pérou. Mais il n'y avait pas de plaisir. Un seul kamikaze qui s'est échappé pour écouler un étudiant de première année ou laisser un porte-avions boiteux. Derrière chaque statistique se trouvait un visage, un pilote japonais, fils de quelqu'un, mari, père, transformé en fumée et en mémoire. Parmi les aviateurs japonais, la réalisation était lente et douloureuse, ce n'était plus une défaite, mais l'annihilation. Les kamikazes n'étaient pas tactiques, ils étaient des confessions. La reconnaissance du combat aérien conventionnel contre les corsaires était le suicide sans but. Le jeune Essing Teo Yamamoto, arrivant à Rabaul en mars 1944 avec seulement 90 heures de vol, a survécu à une seule réunion avec les Devils à Wing. Son journal, récupéré après la guerre, contenait une seule note. J'ai vu les démons des ailes courtisés aujourd'hui. 3 de ma classe sont mortes. J'ai couru. J'ai honte, mais je suis vivant. Demain, je vais probablement les rejoindre. Les Américains ne se battent pas. Ils nous dirigent. L'héritage de Corsair ne s'est pas terminé en 1945. En Corée, ils ont effectué 80% de toutes les missions de soutien près de la marine et des marines. La variante F4UE5, avec ses 2300 chevaux, a transporté 4000 livres de décès à chaque sortie. Le lieutenant Guy Bordelon est devenu la seule nuit de la marine en Corée et le dernier de l'hélice de l'histoire, renversant 5 avions nord-coréens avec son Corsair. En Indochine, les corsaires français couvraient la légion étrangère à Dien Bien Phu, écrivant avec des bombes le dernier chapitre d'un empire. Son apparition ultime au combat a eu lieu en 1969, dans la guerre de football entre le Honduras et El Salvador. Les deux parties ont piloté des corsaires, transformant le conflit en dernier duel des combattants l'hélice de l'histoire. Le capitaine Fernando Soto de la Hondureña Air Force a massacré 3 avions salvadoriens, notamment 2 corsaires, devenant peut-être le dernier à de l'hélice au monde. Un épilogue approprié pour une légende. Ce n'était pas seulement un avion qui avait redéfini le combat aérien. C'était un phénomène stratégique, une force de la nature avec des ailes pliées. L'amiral John S. McCain, analysant le tour de la guerre du Pacifique, n'a épargné aucun mot, Corsair a non seulement vaincu l'aviation japonaise. Il l'a balayé du ciel. En 18 mois, nous avons passé la lutte pour la survie à la domination absolue. Aucun autre avion n'a changé le cours d'une guerre si récemment en si peu de temps. Mais si McCain était nécessaire, l'amiral Chester Nimitz, commandant suprême de la flotte du Pacifique, était implacable, Corsair nous a donné la supériorité aérienne où et quand nous en avions besoin. Sans elle, la campagne des îles serait un rêve impossible. C'était la clé qui a ouvert les défenses japonaises dans tout le Pacifique. Le verdict final, cependant, est venu d'une source inattendue. Post-guerre, l'empereur Hirohito lui-même, dans ses souvenirs, a énuméré 3 facteurs qui ont scellé la défaite du Japon, la capacité industrielle américaine, la bombe atomique ailée, avec un poids égal, le combattant corsaire. Selon ces mots, lorsque nos pilotes ont perdu le contrôle des cieux, nos îles sont devenues téméraires. Mais aucune voix n'a fait écho à plus d'éloquence que Saburo Sakai, les Japonais avec 64 victoires, qui ont survécu pour raconter l'histoire. Zéro était une mince épée, agile, mortelle entre les mains d'un maître. Le corsaire était une large épée, brutale, écrasant tout à sa manière. Entre les mains d'un samouraï, l'épée mince gagne. Mais les Américains avaient 10 épées larges pour chacune des nôtres, et ils n'ont pas dû être du samouraï pour les utiliser. Un matin humide de septembre 1945, tandis que les forces d'occupation américaines ont atterri au Japon, une formation de corsaires de la marine a survolé la baie de Tokyo. Ses ailes inversées ont projeté des ombres sur les eaux où, 2 ans plus tôt, les pilotes japonais régnaient absolument. La guerre était terminée, mais le message était clair, l'ère des samouraïs du ciel fin d'Ara. À sa place, l'American Air Domain est né, forgé dans les batailles du Salomon, assaisonné dans les moteurs corsaires. Le dernier japonais à affronter l'oiseau plié était le lieutenant Kaneyoshi Muto, avec 18 victoires. Des années plus tard, lorsqu'on leur a demandé des combats, votre sourire était amer, vous voulez savoir ce que c'était que de combattre corsaire? La vérité est la suivante, vous ne les avez pas combattus. Vous avez survécu, si c'était très rapide et très chanceux. La plupart d'entre nous n'étaient ni l'un ni l'autre. Cette aile tordue était la mort elle-même, et la mort gagne toujours à la fin. Les traces de cette suprématie sont toujours entourées du Pacifique. De Guadalcanal à Okinawa, l'aluminium reste en aluminium raconter des histoires silencieuses. Mais les chiffres ne mentent pas,
pour chaque corsaire déduit, 10, ou plus, des avions japonais ont été détruits. Certains sont tombés au combat. D'autres ont été réduits à la fermeture sur le sol, sans pilote pour les piloter. Dans les archives du Marine Corps, des milliers de rouleaux de tournage de mitrailleuses capturent les derniers moments de 0, Val et Betty, le flash de 0,50 impact, des pièces volantes, des flammes avalant les fuselages, l'automne inévitable. Ce que les caméras ne montrent pas, ce sont les visages derrière ces cockpits. Les jeunes, japonais et américains, qui sont morts dans ces cercueils métalliques tombant du ciel. Dans les profondeurs de l'océan, à des milliers de kilomètres, les os en aluminium d'une miséricorde de la guerre aérienne se reposent. Zéro et Corsair côte à côte, plan d'un carnage qui ont redéfini la guerre. Mais la proportion est révélatrice, pour chaque Corsair au fond de la mer, 11-0. Est-ce la compagne? Les mathématiques de la victoire, écrites en métal et payées dans des vies, ont prouvé que lorsque la technologie, la formation et la puissance industrielle s'alignent, le résultat n'est pas une bataille, c'est l'exécution. Corsair n'a pas seulement gagné une guerre. Il a réinventé le concept même de combat aérien, démontrant que la supériorité technologique, appliquée avec précision, pourrait annuler tout avantage de compétence ou d'expérience. L'ère du romantique, le dueliste céleste, a pris fin. À sa place, l'ère de la suprématie aérienne systématique émergeait, où la victoire n'était pas une question de talent individuel, mais d'ingénierie, de logistique et de tir écrasant. Et le Corsair était son premier hérald des plus mortels.